Bonjour, merci d'être venu à cette conférence sur l'exil et le travail forcé en URSS stalinienne. Je suis journaliste de Radio France Internationale, je m'appelle Gelia Pevzner et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter le fruit d'un projet qui a réuni la recherche, l'édition et la radio. Ce projet qui a été lancé en 2007 par CERSEC, donc le Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centre-européens, par l'INED et par Radio France Internationale, parle d'un million d'Européens qui étaient déplacés depuis 1939 jusqu'au début des années 50 en URSS, dans le Grand Nord russe et dans les steppes du Kazakhstan. Et ce projet a fait des équipes internationales constituées de journalistes et de chercheurs, surtout, sillonner les routes des pays de l'Europe centrale et orientale. Ils sont allés en Ukraine, en Russie, bien sûr, au Kazakhstan, en Hongrie, dans les pays baltes, bien sûr, donc Lettonie, Lituanie, Estonie, en Tchéquie, en Roumanie, j'espère que je n'ai pas oublié d'autres pays, pour rencontrer des témoins, des déportés, désormais très âgés. 160 personnes ont témoigné et témoigné dans des langues différentes. Je parle de langue parce que ces voix du goulag ont enfin pu résonner grâce à la radio. Ma collègue Valérie Nivelon, qui était une des auteurs de ce projet radiophonique, leur a consacré à ces voix de goulag 6 épisodes dans son émission La Marche du Monde. Et désormais, on est en train de le réadapter pour le public russophone également en russe. Je parle aussi de ces voix qu'on entendra aujourd'hui, si le technique nous le permet. Si vous allez voir, la salle résonne un peu, mais bon, j'espère que la qualité va être bonne. Je parle de ces voix parce que j'étais interpellée, parce que une des auteurs aussi et de participantes de ce projet radiophonique, Marta Kraveri, historienne du Goulag, a dit dans une de ses interviews, elle a dit que ces voix ont illuminé les pages d'archives qu'elle a lues avant et que tout d'un coup, ça a changé la perception de ce qu'elle lisait dans les pages d'archives. Je pense que c'est vraiment un point très, très important de ce projet. Donc, on va entendre ces voix et maintenant, je voudrais vous présenter les intervenants. Vanda Romanovski est responsable des éditions de l'INED. Alain Blum, qui était participant, qui était parti partout dans ces pays que j'ai nommés, est directeur de recherche au CERSEC et HESS. Et à l'INED, oui, bien sûr. Irina Tcherneva est historienne et chargée de recherche à HESS, au CNRS, pardon. Et Emilia Kustova est directrice de la chaire, si je ne me trompe pas, des études slaves à l'Université de Strasbourg. Voilà. Vanda, à vous la parole. Bonjour. Alors, vous l'aurez peut-être compris, ce qu'on va vous présenter ici aujourd'hui, ce sont 3 histoires. 3 histoires qui, bien sûr, ne sont pas au même niveau, mais qui sont chaque fois 3 histoires de travail, puisque c'est le thème de cette édition des Rendez-vous de l'Histoire. Alors, il y a bien sûr l'histoire des déportations et du travail forcé dans l'URSS de Staline, et plus particulièrement, parce qu'elles sont moins connues, les histoires d'exil d'1 million d'Européens qui, comme vous l'a dit Gelia, ont été déportés vers le Grand Nord soviétique, la Sibérie et les steppes kazakhes. Mais il y a aussi l'histoire du projet de recherche, dont Gelia vous a parlé un petit peu, dont l'origine est une rencontre faite en Russie par Alain Blum, ici présent, et une très vieille femme, une babouchka, comme on les appelle là-bas, qui avait été déportée au camp minier de Vorkuta, dans le Grand Nord russe. Et cette femme vivait toujours là-bas, elle n'avait jamais pu rentrer chez elle.
C'est de là qu'est née l'idée de lancer une vaste enquête pour recueillir la parole des derniers témoins. Donc, comme on vous l'a dit, de nombreux récits, plus de 200, de nombreux récits de vie ont pu être recueillis, ainsi que des photographies, des documents associés à ces témoignages. La troisième histoire, celle que je suis chargée de vous raconter très rapidement, et qui, bien sûr, encore une fois, est un autre niveau, c'est celle de la publication, et vous comprendrez que c'est aussi une histoire de travail. La question qui s'est posée, c'est, une fois que les témoignages ont été collectés, comment donner à entendre ces voix? Et comment donner à voir les très nombreux documents, photographies, dessins, archives qui avaient été confiés par les témoins et qui accompagnent les récits de vie? Les résultats de l'enquête ont fait bien sûr l'objet d'articles dans des revues spécialisées, l'objet aussi d'ouvrages, pour certains accompagnés de CD-ROM et plus récemment d'annexes en ligne. Les documents qui avaient été collectés, les entretiens sonores, vidéos, ont été placés quant à eux dans une base de données accessible sur demande aux chercheurs. Mais il fallait trouver le moyen de rendre accessible et disponible à un public le plus large possible des témoignages aussi précieux, aussi rares. C'est alors qu'en 2012 a été lancée une première publication en ligne. C'était une publication qui avait la forme d'un musée virtuel organisé en salles thématiques. Mes collègues vous parleront peut-être de salles, vous le verrez. Ce musée virtuel permettait de découvrir des extraits de témoignages, des photographies et les biographies des témoins. Mais en 2009, le site avait vieilli. Comme tous les sites, ça vieillit assez vite. En 2019, pardon. Le site avait vieilli et il fallait le rénover. Et ça a été alors l'occasion de repenser entièrement la publication. De la repenser pour en faire d'abord un véritable objet éditorial produit par une maison d'édition. Et c'est alors que la publication a été intégrée au catalogue des éditions de l'INED, d'où ma présence ici. Il fallait lui donner aussi une véritable identité graphique, une identité graphique forte, qui se rapproche plus de l'esthétique d'un ouvrage, d'un livre, que d'un musée virtuel, avec autant de place donnée à l'écrit qu'aux images et au son. Et puis, comme la publication était rattachée à des éditions scientifiques, il fallait lui donner le statut de publication scientifique au sens d'une publication dont les contenus ont été sélectionnés par un comité éditorial et qui présente des travaux de recherche dont les résultats et les méthodes ont été évalués par la communauté scientifique, c'est-à-dire soumis de façon anonyme à l'expertise de relecteurs externes. Enfin, la publication devait être adossée à une base de données qui contient l'intégralité des entretiens, audio et vidéo et toutes les autres sources collectées. L'idée, c'était de donner la possibilité au lecteur de mettre à l'épreuve la démonstration du chercheur. Mais cette publication ne devait pas être réservée cependant à un cercle restreint de chercheurs. Depuis l'origine, elle visait au contraire un public très divers. Alors bien sûr, un public de spécialistes, d'historiens, de démographes, de sociologues travaillant sur les questions de déplacement, sur la violence politique, mais aussi un plus large public, ce qu'on appelle, entre guillemets, le grand public, alors notamment le public scolaire, mais pas seulement. Les témoignages recueillis intéressent aussi, bien entendu, les populations des pays concernés, c'est-à-dire les pays d'origine des déportés en Europe centrale et orientale, mais aussi les régions de Russie où vécurent et travaillèrent les déportés, et les pays de destination après la déportation. Et c'est pour permettre à ces publics très divers d'accéder aux contenus, analyses et témoignages que la publication est déclinée en plusieurs langues. Alors il y a le français, bien sûr, l'anglais, mais aussi le russe et le polonais. Alors c'est un drôle d'objet que nous avons produit là. En fait, on ne sait pas très bien comment le nommer. Ce n'est pas tout à fait un livre, car les contenus sont amenés à évoluer, en même temps qu'évolue le projet de recherche. Et aussi parce que la circulation dans la publication n'est pas linéaire, comme dans un ouvrage. Mais ce n'est pas non plus tout à fait une revue scientifique, car la publication s'adresse à un public plus varié. Et puis ce n'est pas non plus le site internet vitrine d'un projet de recherche, car la publication est destinée à accueillir des contributions indépendantes du projet de recherche initial. Alors nous l'appelons livre ouvert ou livre dynamique. On essaie d'exprimer là le fait que cette publication scientifique utilise toutes les propriétés du numérique pour rendre accessible à un public large les résultats de la recherche,
mais aussi les méthodes des chercheurs et surtout les sources à partir desquelles sont produites les recherches. Alors, le numérique nous permet d'articuler plusieurs entrées. Il y a celle qui est destinée plutôt aux chercheurs et celle qui est destinée plutôt au grand public. Mais aucune de ces entrées n'est exclusivement réservée à une catégorie, et la circulation est toujours possible entre les différents contenus. Alors, la partie recherche qui accueillera les articles scientifiques est actuellement en cours de construction. Nous y travaillons très durement. De ce que nous allons vous présenter là, c'est la partie plutôt grand public. Pour le moment, il y a 2 possibilités d'accès au contenu. Alors, il y a un accès par les thématiques. Pour le moment, il y en a 23 sur le site, qui sont extrêmement diverses. Nous, ce qu'on va vous montrer juste là, pour vous donner un petit exemple, c'est la thématique transport. Elle contient, comme toutes les thématiques, un court texte de présentation qui est toujours signé par son auteur. Elle contient les extraits de témoignages portant sur le thème. Il y a aussi un onglet pour en savoir plus qui donne accès à un court texte d'analyse des témoignages. Il y a des photographies. Il y a aussi des extraits de films. Et là, en l'occurrence, c'est un extrait des actualités cinématographiques de Sibérie orientale, datant de 1948, et qui montre un peu l'atmosphère de ces régions où l'hiver, des routes sont ouvertes sur le lac Baïkal ou sur des fleuves. Voilà. C'était juste pour vous montrer. Voilà. Voilà. Mais je vous invite à regarder ça, c'est très intéressant. L'autre accès actuellement ouvert, c'est par les biographies. Donc pour le moment, il y en a 67 de ces biographies. Et là, ce qu'on va vous montrer, c'est la biographie de Sylva Linharte. Alors là encore, comme dans toutes les biographies, le contenu, c'est un court texte de présentation. On trouve ensuite l'entretien complet en version originale, en l'occurrence en russe, avec, entre guillemets, une traduction en anglais. On trouve des extraits d'entretien. On trouve aussi des documents personnels, des photographies d'enfance et des photographies prises lors du retour en Lettonie en 1947. Voilà, quelques exemples. Et puis, sur cette biographie, on trouve aussi un lien vers l'émission qui a été produite par RFI autour de ce témoignage. Alors, très prochainement, nous allons ouvrir 2 autres types d'accès. Il y aura un accès par la cartographie. Donc Alain Blum vous montrera quelques exemples de ce sur quoi nous sommes en train de travailler. Et puis un accès par la frise chronologique, qui sera aussi un accès un peu plus pédagogique. Ce que permet le numérique, c'est d'inclure les différents médias, c'est-à-dire photos, vidéos, audio, au sein même des analyses. Cette nouvelle manière de publier a une première implication. Elle ne modifie pas seulement la présentation, mais aussi le travail de recherche et le travail d'écriture. C'est toute la différence avec une revue ou un livre EPUB où l'auteur écrit comme avant, c'est-à-dire comme pour une version imprimée. Là, on écrit différemment puisqu'on circule différemment. Mais aussi, le chercheur pense différemment la source. La source image prend une importance plus grande qu'une illustration dans un livre. Ce n'est pas du tout la même chose d'écrire un article où on citera brièvement une source en note de bas de page ou de l'écrire en présentant une source dans son intégralité avec un appareillage critique qui permette de confronter directement le lecteur à la nature du travail de l'historien. Donc, comme vous le voyez, et c'est ma petite conclusion, la production de cette publication conduit à articuler de façon inédite travail de recherche, travail d'écriture, mais aussi travail éditorial. C'est pourquoi le comité éditorial associe aussi bien des chercheurs qui ont contribué au contenu que l'équipe éditoriale de l'INED ou des experts en matière de données de la recherche ou d'archives sonores. C'est donc ensemble que nous construisons la manière d'écrire cette histoire des déplacements forcés. Merci Wanda. Maintenant, Alain Blum va nous plonger un peu dans le monde des villages d'exil, ce qui n'est pas la même chose que les camps du Goulag. Tout à fait. Merci. Donc effectivement, je vais vous donner un peu ce contexte général, en sachant que donc un contexte qui est à la fois historique et politique,
en sachant que tout ce projet, puisqu'il part des entretiens, bon, mais aussi des archives, mais tout ce projet, c'était de constituer une sorte d'histoire par le bas, c'est-à-dire par le vécu des personnes qui ont été emportées par ces déportations, et non pas une histoire par le haut qui mettrait plus l'accent sur les logiques institutionnelles, les décisions bureaucratiques qui ont conduit à la déportation de ces populations. Alors déjà, quand on parle d'Européens, ce qu'il faut bien voir, c'est que, en fait, les territoires qu'on a pris en compte, ce sont les déportations qui ont été effectivement engagées sur les territoires annexés à l'Union soviétique après le pacte Molotov-Ribbentrop d'août 1939. Donc on ne parle pas des populations russes, tatares, allemandes de la Volga qui ont été déportées avant, ou après d'ailleurs, pas pendant la guerre. On parle juste de l'Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Tchécoslovaquie, à l'époque c'était Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie. Voilà, je crois que Guédia avait oublié la Pologne. Et Allemagne de l'Est, oui. Allemand, ouais. Mais de l'Allemagne. Donc, c'est les populations de ces territoires. Deuxième point important, ces déportations sont des déportations le plus souvent collectives, à la différence des camps. On envoie des camps, dans les camps du Goulag, on envoie des personnes individuellement, et il y a un semblant de justice. C'est difficile à dire, mais c'est difficile à utiliser ce terme, mais disons qu'il y a un énorme arbitraire, bien sûr, mais c'est fondé sur des décisions judiciaires, entre guillemets. Les déplacements des populations, ce sont des déplacements collectifs, ce sont des décrets qui décident d'envoyer à l'Est, en Sibérie, en Asie centrale, des groupes de population collectivement, des familles et des enfants. Donc ça, c'est le second aspect. Et je vais y revenir un tout petit peu. Troisième aspect important, ces populations ne sont pas envoyées dans des camps, donc ils ne sont pas entourés dans des lieux entourés de barbelés. Ces populations sont envoyées dans des villages d'exil, dans lesquels ils sont relégués, assignés à résidence. Ils vivent avec les populations qui étaient déjà présentes, locales. En Sibérie, c'est parfois d'anciens déportés, mais parfois des populations qui n'ont jamais été déportées, qui ont vécu là depuis longtemps. Donc, en fait, ils sont insérés dans la population locale et ils travaillent avec la population locale. Alors, il n'y a pas de barbelés, simplement, enfin, je ne sais pas si vous connaissez la Sibérie, mais s'enfuir de Sibérie en hiver, quand il fait moins 50 et qu'il n'y a pas un village alentour, au-delà de 100 km, c'est pas vraiment possible. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de barbelés. Simplement, bon, il y en avait qui fuyaient et simplement, ils devaient pointer, alors, selon les périodes, tous les 15 jours, tous les mois, auprès d'un commandant. Mais le commandant, il n'était pas toujours dans le village où il était, il circulait, il avait sous son contrôle plusieurs villages. Donc c'est un cas très particulier de la répression stalinienne, mais qui a touché autant de personnes que la population du Goulag. En 1953, à la mort de Staline, il y a 2 500 000 personnes qui sont reléguées dans les villages d'exil, et il y a 2 500 000 personnes qui sont dans les camps du Goulag. Donc c'est une histoire qui est relativement mal connue, l'histoire de l'exil, et qui est plus complexe qu'à la marge entre le Goulag et la population civile. On va en parler justement à travers la question du travail. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a eu deux ensembles de déportations. Il y a les déportations qui sont menées entre 1939 et 1941. Je rappellerai juste, parce que c'est la période centrale, à travers cette carte animée, que donc, au départ, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne sont des États indépendants. En 1939, il y a le pacte Molotov-Ribbentrop qui crée une zone d'influence, enfin, une zone soviétique sur l'Estonie, Lettonie, Lituanie et Pologne orientale, et qui donne la Pologne occidentale au Reich allemand. À partir de septembre 1939, la Pologne orientale est annexée à l'Union soviétique, les troupes soviétiques rentrent en Pologne orientale, et la Pologne occidentale est annexée par l'Allemagne. Donc, comme vous voyez sur cette carte, la Pologne disparaît de la carte. Donc ça, c'est les premières populations. Et à partir de ce moment-là, à partir de février 40, il y a 4 vagues de déportation qui sont mises en place, qui touchent les Polonais. D'abord, les Polonais qui avaient, ce qu'on appelle les colons polonais, qui étaient dans ce qui est aujourd'hui l'Ukraine. La Pologne avait été, je vous rappelle, recréée après la Première Guerre mondiale, et les Polonais avaient envoyé pas mal de Polonais sur les territoires pour bien les appréhender. Donc, première vague, et ensuite, il y a les familles
des militaires qui vont être déportés, les militaires qui seront en particulier fusillés à Katyn et dans d'autres régions. Et ensuite, il y a une troisième vague qui touche tous les juifs qui fuyaient le Reich allemand, qui se retrouvent en Union soviétique. Et Staline dit, soit vous prenez la citoyenneté soviétique, soit on vous déporte. La plupart espéraient rentrer. Il n'y avait pas de perspective à cette époque-là chez eux. Ils espéraient que l'Allemagne serait vite défaite et refusent de prendre la nationalité soviétique. Et donc, ils sont déportés. Et il y a une dernière vague. Donc, c'est vraiment, ça touche des populations collectivement d'après leur statut. Peu après, alors, les pays baltes au début ne sont pas annexés, mais à partir de juillet 1940, il y a un semblant d'élection qui est faite dans les pays baltes, et les Lettonie, Lituanie, Estonie, et les députés élus, entre guillemets, demandent leur intégration à l'Union soviétique, et Estonie, Lettonie et Lituanie deviennent des républiques soviétiques. Et à ce moment-là, enfin quelques temps après, en juin 1941, il y a des grandes déportations qui sont menées pour tout ce qui était considéré comme potentiellement anti-soviétique. Donc, socialement étrangers, comme on disait. Donc, les anciennes élites, les artisans, les commerçants, etc. Ils sont envoyés en Union soviétique. C'est des grandes déportations qui, en fait, sont organisées entre le 14 juin et le 16 juin 1941, alors que l'URSS va être envahie le 22 juin par l'Allemagne. Donc, c'est juste avant l'envahissement. Et donc, vous voyez, à partir de septembre 1940, il n'y a plus ces territoires. Et ensuite, le Reich, lui, va envahir l'URSS à partir du 21 juin 1941. Donc ça, ce sont les premiers ensembles de déportations. Deuxième ensemble de déportations, des déportations qui ont lieu après la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est des déportations qui ont lieu entre 1944 et 1952 et qui vont être beaucoup plus massives et beaucoup plus généralisées. Ça va toucher justement à nouveau ces territoires. Alors, ça va toucher dans ces territoires, a priori, en fait, pourquoi ça va toucher ces territoires? Essentiellement, alors ça va toucher des familles de collaborateurs, mais essentiellement parce que se développe une insurrection, surtout en Ukraine occidentale et en Lituanie, mais aussi un peu en Lettonie et en Estonie. Et pour lutter contre l'insurrection, la technique qui est utilisée, c'est de déporter des familles, des villages, qui sont des supports, parfois oui, parfois non, de l'insurrection. Qui sont supposés être des familles. C'est une sorte de prise d'otage. On envoie donc les femmes et les enfants de ceux qui, a priori, luttent contre le pouvoir soviétique. Autre raison de ces déportations, c'est ce qu'on appelle la collectivisation des terres, c'est-à-dire les paysans censés être riches, alors riches, il y a à avoir quelques hectares, enfin pas mal quand même, mais les paysans censés être riches sont censés être contre la collectivisation. Et donc, il y a des grandes opérations qui sont menées en 1947 en Ukraine, en 1948, 1949, dans les pays baltes, en 1952, dans lesquelles des milliers de familles sont embarquées parce qu'elles sont sur des listes dans lesquelles on considère qu'ils sont koulaks. Ces opérations touchent des familles entières, hommes, femmes, enfants. Alors que les opérations qui avaient eu lieu avant la Seconde Guerre mondiale, en particulier, et les opérations anti-insurrectionnelles, touchent essentiellement des femmes, des enfants et des personnes âgées. Et nous, les entretiens qu'on a eus, ce sont des entretiens essentiellement avec des gens qui étaient enfants lorsqu'ils ont été déportés, qui avaient alors parfois certains sont nés même dans le train ou qui avaient 3 mois quand ils étaient dans le train. Les autres avaient 2, 3, 4 ans, 11 ans. Ça, il faut en avoir conscience. Hein. On a quand même eu des entretiens. On a eu un entretien avec quelqu'un qui était né avant 1914, qui était resté au Kazakhstan et qui en fait avait vécu donc en Autriche-Hongrie, en Pologne, en Ukraine et en Allemagne. Il a été déporté après la guerre. Donc il a été déporté quand il était ukrainien. Voilà, il avait tout vécu. Il nous a parlé pendant 5 heures. Et nous, on était épuisés à la fin. Et il nous a dit, vous voyez, vous êtes épuisés, pas moi. Voilà, pour vous montrer le côté très, très attachant. Mais c'était vrai en plus. Bon, il est décédé. La plupart des gens c'était vraiment la dernière période de le faire. La plupart des gens sont décédés. Voilà, donc c'est le cadre un peu général. Et naturellement, donc vous pouvez voir ce cadre général. On l'a illustré à travers justement un certain nombre d'entretiens, etc. Et pour vous donner une image, par contre, avant de parler travail, un point important dans la déportation, ce sont des enfants qu'on déporte. C'est effectivement
partent sans savoir où ils vont sur des immenses trajets. Et on va vous faire passer un entretien qu'on a eu avec un certain David Józefowicz, qui est déporté en 1941 de Lituanie. Il est déporté dans l'Altaï, au sud. Voilà sa trajectoire. Il part de Kaunas, donc qui était la capitale de la Lituanie alors. Non, c'était Vilnius qu'on est déporté, mais bon, avant c'était Kaunas. Il va dans l'Altaï, vous voyez, pas très loin de la Chine, enfin dans un coin assez perdu, à Kamień-na-Oby. Donc il prend le train. Il est chargé dans des wagons à bestiaux, dans des wagons de marchandises. Il va jusqu'à Kamień-na-Oby, il reste quelques mois, et en 1900, alors que la guerre a éclaté, en 1942, Staline s'aperçoit que tous les pêcheurs, de nombreux pêcheurs qui ravitaillaient l'armée rouge, ils sont partis sur le front, et il dit il faut envoyer des personnes les remplacer, et naturellement, le plus simple, c'est d'envoyer des déportés spéciaux, parce qu'ils ne sont pas libres d'aller où ils veulent. Et donc, il envoie ces déportés sur les rives les estuaires, là, je suis fatigué, les estuaires des grands fleuves sibériens, et en particulier, et c'est ça il va envoyer David Józefowicz et des milliers de Lituaniens au nord du cercle arctique, là où il fait nuit pendant 6 mois, et là où il fait moins 40, moins 50 en hiver, et à Tixi, au Cap Bykov. Et c'est un épisode extrêmement douloureux, puisque plus de la moitié des Lituaniens vont décéder, presque la moitié des Lituaniens vont décéder durant l'hiver, parce qu'ils seront accueillis dans des conditions absolument horribles. Donc on va vous faire écouter ça avant de parler du travail forcé. Alors j'espère que le son, parce que c'est vrai qu'il y a ça résonne beaucoup, donc c'est doublé, j'espère que ça va être audible. В июне месяце 1942 года нас опять повезли дальше. Казалось, что... En juin 1942, on nous a à nouveau emmenés plus loin, comme si on avait déjà vécu assez longtemps ici. On nous a emmenés en train jusqu'à Irkoutsk, dans des wagons de marchandises. À nouveau des moustiques, on nous a conduits jusqu'à Irkoutsk, où coule le fleuve Angara. On nous met dans un bateau à vapeur et nous rejoignons sur l'Angara un embarcadère qui se nommait, si je me souviens bien, Ouskout. Недалеко река и Ангара подходит недалеко, километров 200. Cet embarcadère n'est guère éloigné, à environ 200 km du fleuve Lena. Voilà, 200 km pour la Sibérie, c'est pas grand-chose. On nous met dans des camions de marchandises, voilà, dans des remorques, et on nous emporte, voilà, tout le convoi, déjà déchargé du bateau, jusqu'à l'embarcadère Lena, qui se trouve sur le fleuve Lena. Et sur ce fleuve, on nous emporte vers Yakoutsk. On nous a chargés dans des barges, dans les cales, et environ pendant 3 jours, nous avons navigué dans ces barges jusqu'à Yakoutsk. À Yakoutsk, à nouveau, on nous a débarqués et embarqués sur d'autres barges et emportés en direction de l'océan Arctique. Et ainsi, nous nous sommes retrouvés à l'automne 1942, près de la mer des Laptev. C'était le village du Cap Bykov. Et voilà comment s'est terminé notre voyage de Kamień-sur-l'Ob jusqu'au Cap Bykov. Mais comment se présente le Cap Bykov? C'est aux confins ultimes de la Terre, sur les rives de l'océan Arctique. Un lieu désert, la toundra. Aucune végétation. Qui était avec nous? Probablement une majorité de Lituaniens et en seconde place des Juifs. Mais il n'y avait plus de différence particulière entre Lituaniens et Juifs. Nous étions tous des exilés.
рыбаки. Dans ce village du Cap Brukov vivaient des pêcheurs, des Yakoutes et des Russes. Завод был небольшой. За это Il y avait une petite usine de poissons. прошло от момента нашего, как сказать, À partir de ce qu'on pourrait appeler notre arrivée, on a construit des yourtes. Une yourte est faite d'une carcasse en bois, recouverte de terre, длина где-то метров 40, de 40 mètres de long environ, 5. 5 mètres de large. Внутри юрты такая была печурка, вот. Et à l'intérieur, il y avait un petit poêle pour chauffer un В этой petit peu. юрте жило человек 50. Dans cette yourte vivaient environ 50 à 60 personnes. On dormait sur des chalets. Les gens travaillaient à l'usine de poissons. И сестра, старший брат и старшая сестра Mon работали frère et ma sœur aînée travaillaient comme pêcheurs. Et mon autre sœur, qui était née entre mon frère aîné et moi, по-моему, была 24-го года рождения, она умерла от истощения. qui était née, si je me souviens bien, en 1924, et était décédée d'épuisement. Voilà, donc j'ai voulu vous faire écouter ce morceau assez long parce que ça vous montre comme c'était un gamin de 11 ans quand il a été déporté, et ça vous montre effectivement la violence quelque part de ces trajets. Ils ne savent pas où ils vont, ils découvrent des territoires vides de tout et dans des conditions effectivement ils utilisent le terme on nous charge, on nous décharge comme des marchandises. Voici donc un peu ce cadre-là, et maintenant on va passer à la question du travail. Emilia Kustova. Ouais. Merci. Alors, avec le récit de David Józefowicz, nous sommes face à l'une des expériences vraiment les plus extrêmes du déplacement forcé soviétique, tel qu'il a été pratiqué donc, depuis la fin des années 20 et jusqu'en 1952, et tout particulièrement, donc, cela concerne cette première vague de déportation auquel le gouvernement soviétique procède au début de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est une expérience extrême à la fois par la violence de l'arrachement, par l'inhospitalité des lieux, comme Józefowicz le dit, par le confort extrême de la terre. C'est une expérience extrême par les conditions de vie et de mort, et aussi extrême par la contrainte au travail qui façonne cette vie, cette survie du début jusqu'à la fin. Ils sont envoyés là-bas pour travailler. Ce travail peut prendre des formes des plus absurdes, et puis c'est le travail qui épuise, qui condamne certains à la mort. Voilà. Moi, je vais parler du travail, qui est un élément central structurant de l'expérience collective et individuelle de la déportation. Il est omniprésent dans tous les témoignages, quel que soit l'âge ou le sexe de celles et de ceux qui ont connu ce déplacement forcé. Je le ferai cependant à partir de cas de déportation vers les villages spéciaux. Donc j'insiste, on est toujours dans ce cadre de déplacement de familles entières vers des villages, parfois des villes minières. On ne parle pas du travail dans les camps. Cependant, je vais parler des cas moins extrêmes que celui des enfants de glace, comme on les appelle en Lituanie, donc ceux qui ont été envoyés dans l'estuaire de la Lena. Donc ces cas dont je vais traiter permettent de voir à quel point, finalement, les expériences de la déportation sont multiples, résultant de situations, configurations, trajectoires différentes, qui sont toujours éprouvantes, souvent tragiques, mais qui sont variées et qui offrent une multitude d'histoires humaines que justement nous avons cherché à retrouver à travers ce projet, tout en faisant se dégager certains thèmes qui traversent ces expériences variées et individuelles, des thèmes tels que le voyage,
le travail, le monde des femmes, l'expérience enfant, le regard enfantin et l'expérience d'enfant, etc. Donc, à travers ces cas que je vais évoquer, on va voir à quel point le travail peut être multifacette et ambivalent. Il est d'abord une contrainte, une obligation lourde qui épuise, qui prend tout le temps de vie, qui n'a guère de limite, surtout qu'il touche donc tous les âges, les hommes, mais aussi beaucoup de femmes ou d'adolescentes, de fillettes presque, comme c'est le cas d'Elena Talanina. Talanina par son mari, Pawlowska du nom de jeune fille. Donc c'est une jeune fille cadette de paysans lituaniens prospères, ceux que les soviétiques désignent par le nom stigmatisant de kulak. Et c'est pour cela qu'elle et sa mère sont déportées, toutes les deux, seules. Donc en Sibérie, elle doit travailler dans un kolkhoz pour nourrir toute sa petite famille, sa mère, et puis quelques années plus tard, son enfant qui va naître en exil. А я как пойду? Мне надо было работать, чтобы получить там земли кусочек, чтобы картошку посадить. Moi, j'ai dû travailler. Да я в 14 лет уже, вы знаете, работала не по 8 часов, а по 16 часов. Днем немножко заставляли работать. Ну, первый год нас... Sinon, je peux reproduire, je peux... Voilà, ça nous fera... Oui. Donc Elena raconte, elle dit, en fait, en réponse à notre question, elle dit, moi à 14 ans, moi je devais travailler. Je devais travailler pour garder un lopin de terre, pour pouvoir y planter des pommes de terre. Si vous ne travailliez pas, on pouvait même perdre son logement. À 14 ans, je travaillais non pas 8, mais 16 heures par jour, jour et nuit. Puis, bon, je cite, la première année, nous les Lituaniens, ils nous rassemblaient tels des moutons, ils nous amenaient dans des champs pour sarcler la terre, pour arracher les mauvaises herbes. Et puis ensuite, quand j'ai eu 15 ou 16 ans, on m'a fait passer dans la brigade de tracteuristes. Là, j'ai commencé à gagner un peu mieux ma vie en travaillant sur une remorque. Donc, dans son témoignage, le travail apparaît surtout comme un impératif, une condition sine qua non de la survie. Elle ne le choisit pas et son poids semble presque insupportable pour cette très jeune fille. Donc ce travail omniprésent et écrasant, il ponctue son récit. C'est vraiment frappant, en fait, comment, à plusieurs reprises, quand nos questions portent sur autre chose, elle revient toujours à cette question du travail. Par exemple, je cite, on lui demande, quand vous étiez adolescente, êtes-vous allée chercher des baies dans les forêts? Elle répond, quelles baies quand on travaillait? Souvenez-vous de la mort de Staline? Oui, les gens écoutaient la radio. Et vous? Et moi quoi? Je suis rentrée du travail et je me suis couchée. Ou encore, à propos de l'école qu'ont fréquenté ses copines lituaniennes en Sibérie, elle dit « Moi, comment aurais-je pu y aller? Je devais travailler. » Donc, pourtant, malgré même cette dimension extrêmement contrainte, forcée, épuisante du travail, même dans son récit, on voit apparaître des signes d'une amélioration progressive des conditions matérielles. Déjà, quand elle évoque, elle distingue clairement ce travail vraiment manuel et absolument pas qualifié. Et d'ailleurs, elle utilise le mot mouton pour souligner à quel point ils n'avaient pas de choix et à quel point ils étaient déshumanisés. Elle dit, 1 ou 2 ans plus tard, j'ai commencé à travailler sur une remorque, travail manuel non qualifié, mais tout de même, elle dit que ça lui permet de commencer à gagner un tout petit peu mieux. Bon, cette amélioration, elle sera extrêmement progressive, extrêmement lente. Il faut aussi, pour la comprendre, penser à l'extrême misère dans laquelle vivent
les villages sibériens, kazakhs, russes. Et ça aussi, c'est quelque chose, bon, ça dépasse du cadre du travail, mais il faut le souligner que dans le cas des témoins qui, comme Elena, sont restés vivre en Sibérie, il y a une très forte interaction avec la mémoire collective russe, ou soviétique et post-soviétique, avec notamment le thème de la guerre aussi. Donc, la même Elena qui raconte avec beaucoup de réalisme cette violence et l'injustice extrême qu'elle vit, déportée avec sa mère, elle dit en même temps, en quelque sorte, pour justifier les épreuves qu'elle traverse en Sibérie, elle dit: mais qu'est-ce que vous voulez, les campagnes étaient pauvres, c'était la guerre. Et là, à nouveau, la guerre, ça revient à plusieurs reprises dans ses réactions à nos questions, en disant bah, qu'est-ce que vous voulez, tout le monde, tous les maris, tous les pères étaient morts au front. Et c'est assez frappant, en fait. Je pense que c'était une expérience qu'on a partagée notamment avec Alain Blum, en allant enregistrer ses entretiens en Sibérie, c'est de voir émerger derrière l'image qu'on avait de la déportation très nationale, marquée aussi par le discours actuel dans les pays baltes ou en Ukraine. Donc, on voit à la fois cette mémoire-là, tragique, mémoire des répressions, comment elle se mélange avec la mémoire et le discours soviétique et post-soviétique de la guerre. Donc, le travail, ça peut être aussi un moyen d'améliorer sa condition personnelle, enfin sa condition matérielle, et ça, on le retrouve de façon très parlante dans le témoignage d'un autre déporté lituanien, Juozas Milauskas. Отработал, скажем, 5 дней, вот, на трудодни работаю, 5 дней отработал, идешь на дровшика, вот дровшика виски вот такие вот, приходишь с мешочком, мешочек стряпаешь вот такой, он так, сейчас за 5 дней, 5 трудодней заработал, на 5 трудодней 200 грамм муки, овсяной, овес молотый, он совочек раз, второй, на весы положил, вот тебе, пожалуйста. Приносишь овес молотый, там отрубят такие вот эти. Мать берет через сито, просеяла, эти отруби заварит, там, как говорила, кисель заварит, бурду, или как, значит, там такой кисель овсяный хороший, он мне нравится. А это свекла, там это картошка, там все намешивается, и лепешки вот хлеб. Потом уже через 2 года мы получили 70 килограмм пшеницы за год, 10 копеек на трудный день тогда вот платили. А потом, когда я стал трактористом, компаньоном работать, мы по 8, по 10 центнеров, по тонны, по 1,5 тонны стали получать. Скота стали кормить, свиней кормить, корову кормить, гусей, все это. Мельница своя была, мололи, пшеницу вот такую получали, отбили, стали жить, конечно. Тогда и полы можно было покрасить. Voilà, donc on voit à quel point, donc chez lui, ce travail qui est pourtant contraint, comment ça devient un moyen de reconstruire la vie familiale. Et on voit aussi, enfin, c'est très touchant comment il le quantifie à cette quantité de blé qu'ils obtenaient pour leur travail quasiment d'esclaves dans les champs kolkhosiens. Et ça peut apparaître aussi comme une source de plaisir, notamment chez le même témoin quand il commence à parler de sa vraie passion des tracteurs. Et à nouveau, c'est travailler avec des tracteurs comme tracteuristes, ça permet d'avoir un salaire beaucoup plus élevé, mais ça permet aussi de devenir autre chose que ces moutons qu'on amenait dans les champs pour arracher les mauvaises herbes. Donc, en fait, encore aujourd'hui, il parle avec, on sent le réel plaisir. Et nous, moi, je travaillais sur un tracteur, et lui, il travaillait comme contrôleur de la brigade des tracteurs Baturaitis.
il y avait encore les MTS, les unités de machines agricoles avec des tracteurs à grandes roues en fer. Ça nous bousillait les mains. Ah, voilà le tractoriste. Après, il y a eu des diesels, enfin, juste après la guerre, il y a eu les fameux tracteurs Natick avec des cabines en fer. Et puis, après, il y a eu les diesels. Si tu avais vu ça, j'ai travaillé comme conducteur de moissonneuse-batteuse, de tracteur et comme chauffeur aussi. J'ai même conduit des moissonneuses-batteuses depuis Irkoutsk jusqu'à mon village. 500 km de route depuis Irkoutsk. Tu prends ta moissonneuse-batteuse à Irkoutsk et tu fais la route. Tu traversais la Lena, il fallait descendre des rochers vers la rive et il y en avait qui se retournaient. Et moi, ça s'est toujours bien passé. En 1953, dans la MTS, on préparait les machines, c'était l'hiver, et voilà que Staline meurt. Ah là là, tout le monde s'est rassemblé au club. Il n'y avait pas encore la télévision, c'est à la radio qu'on écoutait les funérailles de Staline. Tous écoutaient, quelques-uns pleuraient. Voilà, donc on voit, il est enthousiaste. Il est aussi, c'est très intéressant, il est aussi un peu nostalgique des kolkhozes. Ça paraît paradoxal parce que lui qui est resté vivre dans la région d'Irkoutsk, il dit avec beaucoup d'amertume, vous voyez maintenant ces champs à l'abandon parce que ils ont donné leur labeur, leur sueur, leurs larmes à tirer le meilleur profit de ces champs. Alors que leur survie était vraiment intimement liée à la survie des kolkhozes et de ces entreprises qu'ils n'ont pas choisies. Le travail doit être aussi compris au sens large. C'est pas seulement le travail dit officiel, contraint dans les kolkhozes, les entreprises forestières, les mines. C'est aussi un travail informel, soit un travail sur un petit lopin de terre qu'évoquait déjà Elena. Donc c'est ça qui permettait à tous les kolkhoziens de survivre, surtout les premières années, la fin des années 40, début des années 50. Et puis, il y a aussi tout ce domaine informel de troc, d'échange, échange de services, échange de marchandises avec les voisins. Ça commence dès les premiers jours où les déportés sont amenés là-bas, puisque souvent ils utilisent ce qu'ils ont pu apporter avec eux pour l'échanger contre un peu de farine, un peu de pommes de terre, surtout des pommes de terre pour les planter. Et puis ça va beaucoup plus loin et ça peut aboutir à une progressive insertion des déportés lituaniens, ukrainiens, allemands dans le tissu local où chacun garde une physionomie propre. Ils sont toujours identifiés comme étant des Lituaniens, des Allemands, etc. Mais en même temps, des liens très complexes se lient entre ces différentes populations à travers notamment le travail et les échanges non officiels et le troc. Et puis ça va jusqu'à donc cette insertion finalement progressive, ce qu'on a appelé aussi la soviétisation paradoxale des déportés. Ça va même jusqu'à faire sien certains signes de promotion, certaines valeurs soviétiques, parce que on voit comment les déportés intègrent dans leur grille de lecture du monde certaines donc des valeurs soviétiques. Il s'agit à nouveau, avant tout, des signes qui se rapportent à l'instruction et au travail. Nos deux témoins, Josas et Elena, répètent à plusieurs reprises à propos de différents sujets qu'ils étaient respectés en tant que bons travailleurs. Et on s'aperçoit comment, en absence de réhabilitation officielle, puisqu'ils ne l'auront jamais, même après la mort de Staline, enfin, à quelques exceptions près, on voit comment, en quelque sorte, leur travail, leur participation au travail collectif devient pour eux une source d'auto-réhabilitation. Et c'est frappant chez Elena quand on lui demande « Mais vous, qui étiez une déportée lituanienne, comment avez-vous fait, comment votre fiancé, qui était un Russe comme Somol,
comment a-t-il réagi en apprenant que vous étiez une déportée? Elle répond, j'ai toujours travaillé, très bien travaillé, on m'a souvent récompensé par des cadeaux. Donc et là, ça pose, là je vais m'arrêter, ça pose aussi bien sûr la question de la mémoire et du récit qui est produit 70 ans après les faits, avec donc tout ce mélange, cet enchevêtrement entre les différentes mémoires collectives, la nationale lituanienne, la russe, la post-soviétique, avec aussi l'intégration de l'expérience dramatique des années 90 qui ont été particulièrement difficiles à vivre dans les campagnes. Et puis, on pourrait aussi développer, mais je ne le ferai pas, la vision de cette intégration à travers les images, et c'est le sujet dont parlera ma collègue. Irina Tchernieva, oui. Merci bien. En effet, est-ce qu'on peut ouvrir le PDF? Merci. Donc, je suis ravie de pouvoir partager avec vous quelques réflexions à propos de l'analyse de l'image documentaire pour une histoire de la déportation et du goulag. Alors, le corpus visuel du projet est constitué d'environ 1200 photos anciennes, conservées par les anciens déportés interviewés. Majoritairement, il s'agit de photos privées vernaculaires. Cependant, des chercheurs ont aussi versé dans le corpus des albums de camps et de villages spéciaux, et ces albums appartiennent à une autre catégorie d'images utilitaires. Je n'en parlerai pas dans mon intervention, mais on pourrait en parler lors de la discussion. Et les images vernaculaires, quant à elles, se subdivisent en photos de famille avant la déportation, photos prises à l'intérieur des camps et des villages spéciaux, clichés créés à la libération, aussi bien en URSS qu'à l'extérieur, et enfin des photos des années 60-80, attestant l'investissement de l'interviewé dans une activité mémorielle. Donc, certains d'entre eux, en effet, ont déjà eu l'occasion de construire un récit de leur déportation, avaient publié des mémoires, tandis que d'autres bâtissaient le récit pour la première fois en discutant avec les chercheurs du projet. Et cette distinction a une répercussion que nous prenons en compte sur la sélection des photos et leur dialogue avec les témoignages. Alors, ma démarche dans l'analyse des images dialogue avec les approches qui contextualisent les gestes du preneur de vue, soit en restituant le cheminement spatial et les rapports qui unissent le preneur de vue aux autres détenus, soit on mobilise des documents administratifs, techniques, pour saisir des configurations institutionnelles dans lesquelles le photographe dirige son appareil vers tel ou tel phénomène ou cadre d'une certaine façon. Et cette approche, je la déploie dans le cadre d'autres projets de recherche, surtout pour la production des images professionnelles. Or, pour le corpus qui nous intéresse aujourd'hui, une telle documentation est absente. Donc, j'étudie par conséquent les entretiens et les mémoires que j'articule avec une analyse visuelle pour mener ensemble l'analyse du contenu documentaire, de la création des images et de leurs usages. Et j'essaie de réfléchir à ce qui dirige le regard et à ce qui est laissé hors cadre. Donc, soit je cherche à historiciser l'acte de prise de vue en me penchant sur l'accessibilité des techniques et la circulation des clichés, soit j'aspire à éclairer le contexte et les souvenirs investis dans ces photos afin de circonscrire l'usage social de l'image. En quelque sorte, l'histoire des objets photographiques se complète par un examen de clichés comme des instruments d'une refonte progressive des identités par les déportés et les détenus. Alors, il faut préciser que les entretiens recueillis n'avaient pas été abordés jusque-là sous l'angle de la création des images, ni avaient été menés dans cette perspective. Et il convient dès lors d'en recueillir d'autres, dédiés exclusivement aux images, et d'introduire une dimension comparative. Donc, s'interroger sur le statut initialement attribué à ces images et sur la diversité des preneurs de vue et d'envisager la variété des fonctions de ces photos. Et cette question va guider mon propos aujourd'hui. Je parlerai d'abord des circonstances même de l'apparition de ces photos pour développer ensuite une réflexion sur les fonctions sociales de ces images. Alors, quelles conditions ont permis l'existence des images ? La plupart des photos de la détention ont été prises pendant la période du relâchement du régime pénitentiaire à partir de 1954. Et de rares clichés ont été cependant réalisés entre 1949 et 1953, période caractérisée par un régime sévère de détention, par la famine, par un taux de mortalité élevé et l'arrivée constante de nouveaux détenus dans les camps.
Alors que le corpus émanant des villages de peuplements spéciaux s'en distingue, la pratique photographique professionnelle s'y maintient pendant et après la guerre, lorsque le village disposait d'ateliers professionnels et lorsque les photographes prenaient des clichés des enfants scolarisés, ce que vous pouvez voir à l'écran. Et la pratique populaire, quant à elle, n'étant pas interdite, dépendait surtout de l'accès aux appareils qui s'est banalisé surtout dans les années 50. Donc, cette différence entre les périodicités atteste la différenciation des statuts entre détenus et déportés, adultes et enfants. Les photos des camps émanent le plus souvent des arrangements entre les détenus, l'administration des camps et les gardes. Dans la perspective de pratique don contre don, photographes, artistes ou artisans mettaient leur savoir-faire au service des administratifs et négociaient en échange la possibilité d'effectuer des petits travaux pour eux. Ils accédaient ainsi aux moyens du développement et du tirage. Ceux qui étaient assignés à la production de photos d'identité créaient, à la demande de détenus, des photos de groupe. Par exemple, cette image que vous voyez, conservée par Jozef Aidikavičius, lituanien condamné à 25 de camp, a été prise par un codétenu proche du groupe des Lituaniens. Une autre interviewée, Mia Jogias, décrit la situation où un photographe libre a pris des clichés d'elle et de ses camarades de détention au camp de Rechtschlag. Et cette rencontre a été possible parce que les détenus se déplaçaient vers leur lieu de travail. Et le photographe, en l'occurrence, a négocié l'accès aux prisonnières avec l'escorte. Par ailleurs, des photographes amateurs libérés et assignés à résidence assuraient aussi ce lien entre le monde de la détention et la population libre. Les mémoires l'attestent, mais dans notre corpus, on retrouve aussi de tels clichés. Par exemple, Zygmunt Turjanski, détenu polonais libéré et assigné à résidence, possède cette photo prise à l'intérieur du camp Steplag au Kazakhstan, et on constate ainsi que la photo circule entre divers espaces de privation de liberté et témoigne de solidarité. Donc, étant des fruits d'arrangements informels entre divers acteurs de cet espace carcéral, les photos attestent aussi de la porosité des frontières entre le camp et la population libre ou déportée. Puis les interactions entre les photographes et les détenus ont parfois été monétisées. Cette interviewée Jogias justement mentionne les tentatives du photographe libre d'en faire commerce, mais d'autres interviewés parlent de dons. Et les déportés, lorsqu'ils avaient un peu d'argent, se faisaient, eux, photographier dans les ateliers. Donc le corpus recouvre toute une palette de clichés entre les photos clandestines, prises entre guillemets par un des nôtres, et celles faites ouvertement. Par exemple, ces deux clichés, désignant un match de boxe et la pratique du patin à glace, qui s'inscrivent dans la promotion sous Khrouchtchev de la rééducation des prisonniers et des services fournis. Le papier sur lequel ces photos ont été tirées montre qu'elles étaient issues de la pratique professionnelle. Et puis, on peut constater que l'emplacement du preneur de vue a été aménagé pour photographier le match de boxe. Donc, aborder les circonstances de la création de ces photos nous aide à saisir une diversité d'auteurs et de leur positionnement à l'égard des détenus, ce qui ouvre un champ de réflexion sur les significations de la photo à différentes périodes pour les détenus et déportés. Et c'est mon deuxième point. Quelle fonction ces clichés assumaient-ils? Donc, diverses catégories thématiques, photos de travail ou près de son outil de travail, groupes de prisonniers, activités culturelles, toutes ces catégories thématiques résonnent différemment relativement au contexte de privation de liberté, camp ou village de peuplement spécial. Les anciens détenus des camps témoignent de fortes oppositions dans la société carcérale. Politique versus droit commun, moujik, donc travailleur versus truand, ukrainien versus russe, etc. Et prenons l'exemple d'Antanas Sekalis, dont deux photos sont reproduites en haut de la diapo. Dénoncé pour aide aux résistants lituaniens, il a été condamné en 50 à 10 ans de travaux forcés. Il les a purgés dans différents camps et a participé à la révolte du camp de Kingir en 54. La société du camp était particulièrement hiérarchisée et stratifiée, témoigne-t-il. Il insiste sur le rôle des chefs de brigade, majoritairement russes et anciennement droit commun. Face à la violence exercée par ces chefs de brigade, ils mettent en avant l'entraide et le respect mutuel des pratiques culturelles et religieuses entre différents groupes. Et dans ce contexte, par le truchement de la photo, les prisonniers cherchaient à affirmer leur appartenance à un collectif.
Se faire photographier entre Lituaniens ou Ukrainiens signifiait prendre position par rapport aux guerres internes. Tout comme se montrer au travail, manifestait un rapprochement du statut de moujik et donc une distance par rapport aux liens de dépendance de la société carcérale. En somme, se faire prendre en photo en groupe équivalait au désir de faire groupe, de se protéger par la déclaration de son appartenance, alors que au sein de cette société carcérale, les détenus étaient perçus comme de la main-d'œuvre anonyme. Cette dimension est aussi très prégnante dans le cas de la collection de Bogdan Klimchak. Issu d'une famille ukrainienne de résistants soviétiques, Bogdan a été déporté en 1949 en Sibérie. Libéré en 1955, il a contesté l'intervention soviétique en Hongrie et s'est fait condamner pour agitation. Et ces photos clandestines prises à Kolyma entre 1957 et 1958 dénotent une forte connivence entre le photographe et les co-détenus. Par exemple, le cliché à gauche met en scène un nationaliste de l'armée insurrectionnelle ukrainienne ayant combattu l'armée nazie puis l'armée soviétique. Et cette personne apprend à Bogdan les fondamentaux de la littérature ukrainienne. Donc l'intention de cette photo est d'attester l'inculcation des valeurs politiques. La photographie à droite joue quant à elle sur le registre de mise en scène exhibée. Regardez le personnage tout en bas. Et ce degré de connivence interroge sur la situation du photographe au sein du groupe dont il témoignait. Donc, la perception de la photo comme un support où se lovent les identités culturelles et linguistiques se décline dans les villages de peuplements spéciaux et les bourgades où œuvraient les détenus libérés, mais astreints à rester travailler dans les mêmes entreprises que pendant leur détention. Et c'est le cas de Zygmunt Turzański, soldat de l'armée polonaise arrêté en 1944 et condamné à 10 ans de camp qu'il a purgé au Kazakhstan, libéré en 1954 et resté pour 3 ans en exil au Kazakhstan. Il a gardé de nombreuses photos d'ateliers comme celle-ci. Il insiste à l'oral sur l'importance d'un lien soudé entre les détenus politiques et entre les détenus polonais. Ces photos émanent de retrouvailles, parfois très fréquentes dans le cadre du travail, parfois plus espacées dans le temps. Et au sein de cette photo s'enchevêtrent des identités à la fois sociales, nationales et des collectifs de travail. Par exemple, sur la photo en bas à gauche, on voit que par des postures détendues des ex-prisonniers qu'il s'agit d'un photographe qui est proche de ces travailleurs. Ils occupent tout l'espace de la photo, mais on doit être pas loin du chantier. Et par ailleurs, on constate aussi que ces photos dénotent une stratification sociale, une distinction vestimentaire. Regardez les deux photos à droite, où les vestes matelassées des uns tranchent avec les costumes, cravates, manteaux des personnages à gauche. Ces collectifs de travail regroupent d'anciens prisonniers ayant un statut intermédiaire, de libérés mais forcés à rester. Et Turzański parle avec fierté des premières rémunérations touchées à partir de 1954. Prenons cette photo qui date de 1955, qui est dédicacée. Et ce qui m'interroge, c'est le document dans les mains du personnage au milieu, soit c'est un ordre de mission, soit c'est un document attestant la rémunération. On peut lire une certaine satisfaction sur le visage. Donc, pour le dire schématiquement, représenter le détenu au travail est l'apanage de l'administration des camps, alors que le travail est un thème récurrent des photos privées en déportation. Et saisir sur pellicule des instants de labeur, il rime avec la recherche d'un statut. Emilia en a parlé. Et l'interview avec Turzański, que j'ai déjà évoqué, traduit cette aspiration à une déstigmatisation à travers la représentation au travail. Et j'aimerais attirer votre attention sur quelques clichés qui attestent un maniement plus libre de l'appareil par un photographe amateur. Et sur ces photos, on distingue le décor, une infirmerie ou un labo, donc une ascension sociale ténue, en tout cas pour certains d'entre eux, en dépit du statut de l'exilé. Et le sentiment de connivence que transpirent ces photos situe celles-ci comme des témoins de l'adaptation au nouveau quotidien, de pratiques d'appropriation de son espace d'exil et de formation de messages personnalisés. Et ces photos vont de pair avec celles qui marquent une prise de distance par rapport au vécu violent. Par exemple, cet ensemble de photos ethnographiques dans les archives de Turzański.
L'auteur est un ancien déporté polonais, car une photo comporte au revers une dédicace rédigée en polonais et signalant un vécu commun. Et cette personne s'initie à la pratique photographique, puisque le flou de certaines photos montre une maîtrise encore incomplète. Il choisit de se concentrer exclusivement sur les populations autochtones et souligne l'absence d'interaction pourtant existante entre les différentes populations. Une rare photo de cette série, où on voit les déportés polonais posés près des maisons traditionnelles à la manière de touristes, et ce désir, peut-être inconscient, de tracer une ligne de démarcation entre les populations s'exprime sur cette photo de famille où un drap dissimule, à la manière d'atelier, un mur en terre cuite, donc une distance vis-à-vis de la maison exotique qui est en réalité tout à fait quotidienne. Et cette série indique l'importance de l'acte de prise de vue parfois plus significatif que l'image qui en résulte. On y saisit l'instauration d'une distance du déporté avec son expérience au Kazakhstan, une prise de conscience en quelque sorte qu'il faut témoigner de cette phase de son vécu. Donc, j'ai essayé d'exposer assez brièvement quelques volets de l'historicisation de ces documents visuels et j'ai cherché à montrer un entrelacement entre les images et les témoignages oraux, au lieu d'aborder les images comme des illustrations ou des témoignages visuels délibérés. L'examen des modalités de l'apparition des photos est clair, plus que le champ des possibles pour les détenus du goulag. Il lève aussi le voile sur les manières de découper un fragment du réel, sur la différenciation des statuts entre les détenus et les déportés, et sur l'émergence d'un désir de témoigner de ce vécu. Donc, les raisons d'être de ces clichés, les rapports que les photographes entretiennent avec les administrations, les autorités locales et les autres prisonniers ont des effets, vous l'avez vu, sur la composition visuelle, les choix thématiques et les portées de la représentation photographique pour les interviewer. Merci beaucoup de votre attention et je serai ravie de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Il y a tellement de choses encore à dire, mais bon, on a terminé les présentation. Il nous reste un peu de temps pour les questions. Donc, est-ce qu'il y en a? Oui, s'il vous plaît. On voit la situation des exilés déportés, mais les gens du pays, comment vivent-ils? Est-ce qu'il y avait une grosse différence économique, sociale? Je dois répéter la question parce qu'on est filmé et sinon il n'y aura pas de questions dans le film. Donc la question concerne les populations locales. Si j'ai bien compris, est-ce qu'elles vivaient, dans quelles conditions ils vivaient par rapport aux déportés? Qui veut répondre? Oui. Alors, souvent, leur situation était proche. À une différence près, c'est que dans ce monde de misère extrême, commencer une vie à partir du zéro, ça coûte toujours beaucoup d'efforts, à tel point que certains y laissent la vie aussi. Donc c'est vraiment, mais c'est quelque chose qui distingue justement cette expérience de déportation par rapport à ce qu'ont vécu par exemple les koulaks ukrainiens ou russes déportés à partir de 1929, c'est que ces déportés, nos déportés, ont été toujours envoyés dans les villages et les villes existantes, ce qui leur a quand même facilité la tâche. Mais les conditions étaient proches, mais les déportés pouvaient bien sûr aussi, souvent aussi faisaient l'objet de stigmatisation qui pouvait les empêcher l'accès à certains métiers. Il y avait aussi bien sûr la question de la langue. La maîtrise du russe facilitait considérablement l'adaptation. La non-maîtrise interdisait l'accès à tout ce qui permet d'améliorer un peu la vie. Je rajouterais aussi que, bon, nous on a eu des entretiens avec les enfants. Il faut voir que ce qui les distinguait naturellement, c'est l'arrachement. C'est-à-dire, bon, c'est peut-être pas les conditions de travail, c'est l'arrachement. Ils gardaient des liens en correspondant, en fait, souvent. C'est ça aussi, c'était assez étonnant. Avec soit, par exemple, quand c'était une famille, le père avait été envoyé dans un camp, c'est très fréquent. La famille est envoyée dans un village. Et il y a une partie de la famille qui est restée en Ukraine, en Lituanie. Et on trouve beaucoup de correspondances triangulaires. Et donc,
conservaient un lien. Alors, comme Emilia l'a dit, comme ils conservaient un lien avec enfin, ils créaient des liens avec la population locale, mais conservaient un lien en espérant rentrer avec la population de départ, ce qui crée une grosse différence. Et alors, dans le cas du Tourjanski, là, ce que tu montrais, c'est aussi, je pense qu'il y a une cause, c'est au Kazakhstan, mais il n'y avait pas cette distinction, cette distance mise avec les populations russes en Sibérie, je pense. Mais, et par ailleurs, on a aussi pris des entretiens avec les enfants. Et donc, les enfants, ils avaient toute leur vie devant eux. C'est aussi pour ça qu'ils cherchent à donner une vision positive, entre guillemets, de certains aspects. Je pense qu'on aurait eu des entretiens avec les parents, ils étaient tous décédés, ça aurait été assez différent, parce que les parents, eux, ils avaient tout perdu. Et dernière chose, il y a une grosse différence, c'est entre quand on déportait des paysans, ils savaient se débrouiller. Quand on déporte des urbains, et ça c'est surtout en 39-40, là ils sont perdus. Et ça, souvent, c'est souligné. Le paysan, il sait planter des pommes de terre. Je ne sais pas si vous savez, si vous êtes urbain, mais bon, moi, je ne saurais pas planter une pomme de terre. Hein. Il faudrait qu'on me propose, qu'on me le montre. Donc là, c'est aussi une grosse différence. Donc il y avait, voilà. Je pense que même le paysage, il faut penser, voilà, et le type au Kazakhstan, ils ne pouvaient pas faire la même agriculture à laquelle ils étaient habitués. Donc, il y avait la route aussi. Ils arrivaient épuisés, malades, par des mois de transportation. Ils mouraient souvent. Alors, pendant le trajet, en 39-41, oui, parce que les conditions étaient affreuses. Après la guerre, ils étaient quand même moins soumis à ça. Mais bon, les personnes âgées mouraient, certains enfants mouraient. Arrivant dans les villages, effectivement, ils racontent souvent que en fait, ils étaient sauvés, par exemple, ceux qui ont survécu, hein, nous. Ils étaient sauvés parce que il y avait une femme locale qui avait des herbes qui permettaient de survivre, mais il n'y avait pas de clinique, il n'y avait pas des conditions médicales étaient affreuses. Mais pour la population locale aussi, souvent. Oui. S'il vous plaît. Donc, y a-t-il des descendants de ces populations déplacées? Tous ceux qu'on a interviewés déjà, voilà. En fait, il y a des descendants un peu partout. Là, je réponds. Il y a des descendants un peu partout, et c'est pour ça que ça nous concerne aussi beaucoup. En France, par exemple, on a fait pas mal d'entretiens. Alors, en France, c'est souvent des populations juives. Ça, c'est un peu le paradoxe, qui ont été déplacées par l'histoire que je vous ai racontée, parce qu'ils voulaient pas prendre la population soviétique. Ils arrivent au Kazakhstan souvent, et quand ils rentrent après la guerre, déportés en 41. Parce que les Lituaniens, c'est aussi bien des Lituaniens, des Juifs de Lituanie. Et quand ils rentrent après la guerre, naturellement, toute leur famille a disparu. Et du coup, il n'y a plus aucun a été exterminé par les Allemands. Eux ont été sauvés, alors c'est difficile de dire grâce à la déportation, mais ont été sauvés parce qu'ils ont été déportés, ceux qui ont survécu. Et donc, comme là, il n'y a plus de famille, ils partent en Europe. Et on a par exemple interviewé comme ça une personne qui était après qui est devenue prof à Birmingham, je ne sais plus, en Angleterre, Théodore Chanine. Il raconte qu'il est déporté. Donc là, il est mort il y a 2 ans. Malheureusement, c'était une personnalité très, très attachante. Il raconte, vous pouvez trouver son entretien ici, il raconte qu'il est déporté et que l'officier du NKVD qui vient les déporter leur dit « Oh là là, vous avez une petite fille », à ses parents, hein. Elle avait 2 ans, je crois. « Vous savez, vous partez très loin, elle ne va pas survivre. Je ferme les yeux, arrangez-vous, on ne la prend pas. » Et donc la petite fille reste avec son grand-père. Oui, Milaouskas. Oui. Oui, il en reste beaucoup. Après, leurs propres enfants ou petits-enfants, ils en prennent des trajectoires très diverses. Certaines vraiment font leur vie sur place. Certains s'engagent dans des associations qui réunissent les anciens déportés. D'autres sont rentrés, ou plutôt sont partis vers les pays d'origine de leurs parents. Il y a, par exemple, ça dépend aussi des pays, puisque je connais mieux le cas de la Lituanie, qui a vraiment pratiqué, elle a des programmes d'accueil des descendants d'anciens déportés. Donc il y a des possibilités d'avoir un logement. Comment, pardon ? Beaucoup, oui. Bon, après, c'est très individuel. Évidemment, il y a aussi c'est jamais une identité fixe. C'est un processus d'identification qui peut aussi varier à travers le temps. Mais comme, justement, on a essayé de montrer, c'est que même ceux qui se disent déportés lituaniens, et s'ils résident sur place en Sibérie, ils ont adopté certaines grilles de lecture propres à la société d'accueil, même si c'était un accueil contraint.
Il y avait des questions ici de ce côté-là. Donc les écoles pour les enfants déportés. Oui, normalement, donc justement, comme ils arrivaient dans les lieux où il y avait déjà une vie, s'il y avait une école, les enfants allaient à l'école quand ils avaient des chaussures pour sortir. On a des cas, par exemple, un très beau récit de quelqu'un qui raconte comment il allait avec son frère à tour de rôle, parce qu'ils avaient une seule paire de chaussures pour deux. Donc voilà, il y en a un jour où un matin c'était l'un, l'après-midi c'était l'autre. Dans certains cas, par exemple dans la région d'Irkoutsk, qui a accueilli la majorité de Lituaniens en 48-49, là, ces Lituaniens ont été beaucoup envoyés dans l'industrie forestière, souvent en pleine taïga où il n'y avait rien, et où il fallait à la fois construire des baraquements, construire des écoles, théoriquement, et on voit, là viennent s'ajouter les archives du parti ou les archives institutionnelles. On voit comment finalement les directeurs d'entreprises forestières, comment ils râlent en disant « mais vous nous envoyez des femmes avec des enfants, vous nous dites qu'il faut leur faire des écoles, donc la première année, on ne peut rien produire, on est obligé de les utiliser en quelque sorte pour eux-mêmes. » Mais c'est un des paradoxes que je pense qu'on a du mal encore à la fois à comprendre et à transmettre et à expliquer. C'est ce paradoxe des répressions staliniennes qui à la fois détruisent des mondes et des communautés dans les endroits où ces répressions sont menées, mais tout en gardant, en tout cas dans les années 40-50, en développant l'idée d'une société soviétique qui doit garantir l'éducation aux enfants, etc. Et on est face à des situations absolument absurdes où on se dit, mais voilà, pourquoi avoir fait toute cette violence pour finalement les amener dans les endroits où l'agriculture est beaucoup plus difficile, beaucoup moins productive aussi, pour les faire travailler là-bas, tout en disant, voilà, on va chercher aussi à éduquer les enfants. Et au niveau de l'éducation, il y a aussi souvent les familles, ils veulent transmettre en fait leur culture et leur langue. Et on a beaucoup, et manifestement les mères organisaient des cours le soir dans les baraques pour leur apprendre le lituanien et pour leur parler de ce qu'est la Lituanie ou ce qu'est l'Ukraine. Et il y a beaucoup d'enfants qui nous racontent, enfin, ils étaient adultes quand ils nous ont raconté, qui nous disent, mais nous, on imaginait qu'en Lituanie, il y en a une qui nous dit, on imaginait qu'en Lituanie, tous les arbres avaient des fleurs, les sapins avaient des fleurs au bout de leurs branches. Et quand je suis rentré toute seule, elle avait failli mourir dans le train, donc elle avait 10 ans quand elle est rentrée, je crois. Elle a été accompagnée par quelqu'un, mais je rentre toute seule, j'arrive sur le quai, c'était en novembre ou en décembre, il pleuvait, il neigeait, mais quelle déception j'ai eue. Je pensais que la Lituanie était un magnifique pays fleuri avec des fleurs sur les sapins. Mais disons qu'il y avait une transmission de l'amour de leur pays, quoi, qui était faite justement dans ces cours du soir, on pourrait dire, et qui était tolérée. C'est ça qui est le paradoxe à nouveau. C'était normalement, ils ne devaient pas parler lituanien, mais manifestement, on laissait faire dans les baraques. S'il vous plaît. Comment vous avez trouvé les témoins? Chaque fois, ça a été différent. C'est une grande aventure, puisqu'on a finalement on en a recueilli 200. Par exemple, alors, si on prend les pays comme Lituanie, Ukraine, il y a des associations. En Pologne, par exemple, il y a comment ça s'appelle, les Sibériens, l'association des Sibériens. Donc, on passait beaucoup par ces associations. En Sibérie, en fait, on est beaucoup passé. On savait à peu près les endroits où ils avaient été déportés. Et on a travaillé avec Larissa Salachova, qui était une ethnologue, enfin locale d'Irkoutsk, qui connaissait et qui téléphonait en fait aux mairies en disant voilà, est-ce que vous connaîtriez pas un Lituanien Et en fait, il connaissait. C'est ça qui est fascinant, c'est qu'il gardait. Il savait que là-bas c'était un Lituanien qui habitait. Donc là, on est passé par les écoles, on est passé par les associations, on est passé par des réseaux aussi. Une fois qu'on en avait un, tous ils se connaissaient entre eux. Donc c'est un peu par ça. Il faut peut-être ajouter, j'espère qu'on n'a pas donné l'impression d'un exil presque heureux, où ce n'est pas du tout le cas. Et même par rapport à la mémoire aujourd'hui, on a eu des configurations très différentes entre par exemple, je parle là de la Sibérie, de ces Lituaniens et Ukrainiens de rester vivre en Sibérie. Il y a ceux qui ont été très désireux de témoigner, ceux qui
font partie des associations, donc là c'est clair. Il y a d'autres qui, la plupart n'a néanmoins jamais parlé de cette expérience, donc parfois ils ont demandé à que leurs enfants assistent, parce que c'était aussi une façon de transmettre. On a eu des cas, un cas extrêmement touchant, vraiment. Justement, Alain Blum a évoqué le fait qu'on a surtout parlé avec ceux qui avaient été adolescents ou enfants au moment de la déportation. On a enregistré au moins un entretien avec une femme qui a été une paysanne ukrainienne qui a été déportée avec ses 2 petits-enfants en 45 ou 46, donc vraiment dans une misère absolue, et qui s'est battue pour sauver ses enfants. Elle, c'est pas du tout la même image de l'exil, puisque elle, c'est vraiment uniquement la tragédie de l'arrachement, de la mort autour. Voilà. Et puis on a eu aussi des cas, et elle, donc Olga Vidlovskaya, elle a témoigné quasiment, on a pensé que c'était son lit de mort. Finalement, elle a vécu encore 2 ans, mais voilà, elle était couchée quand on l'a interviewée. On a dit qu'on ne pouvait pas le faire dans ces circonstances-là. C'est elle qui a insisté. Et sa voix, elle faiblit au fur et à mesure qu'on enregistre l'entretien. Et à la fin, on était inclinés comme ça. C'était vraiment extrêmement. Mais elle a tenu. Elle a tenu, et ça semble un peu romanesque, mais elle nous a dit au revoir en disant maintenant je peux mourir. J'ai témoigné. Et puis il y en a d'autres qui. Oui. C'est pas elle, là. Ah, si. C'est Vidlovskaya. Si. On n'a pas de son, tiens. On n'a pas du son. Dommage. En fait, là, elle est couchée. Il n'y a pas de son Non, c'est là. Oui, je sais pas. Bon, écoutez, c'est pas grave. Mais écoutez, là, c'est très émouvant parce qu'elle raconte effectivement. Elle raconte elle chante une chanson ukrainienne qui était une chanson de partisans, de ceux qui luttaient contre le pouvoir soviétique. Et elle a été déportée parce qu'elle était femme, je crois, veuve d'un partisan, quelqu'un qui a été accusé d'avoir été partisan, voilà, alors que d'après elle, son mari aurait été tué, au contraire, par des résistants ukrainiens dans ce conflit extrêmement sanglant qui déchirait l'Ukraine. Je ne sais pas pourquoi le son ne passe plus maintenant, c'est pas grave. Juste pour peut-être une dernière chose, et à côté, on a eu des cas de personnes qu'on a vues parce qu'on a fait une présentation à Irkoutsk devant une association. Il y avait une dame qui était là et qu'on devait interviewer. C'était justement une de ses enfants de glace. On avait un rendez-vous et puis il nous a rappelé en disant non, finalement, je ne vais pas le faire. Et on a appris que c'était ses enfants qui vivent à Irkoutsk, qui lui en quelque sorte interdit de le faire parce que peut-être cette mémoire n'est plus vraiment bienvenue en Russie, peut-être parce qu'ils ne veulent pas qu'elle soit trop émue, on ne le sait pas, mais voilà, c'est pas évident. S'il vous plaît. Actuellement, vous voulez dire ? Oui. Non, attendez, je vais répéter pour le film. Donc, est-ce que les gens étaient libres de parler ou est-ce que il y avait une répression, ils craignaient les répressions ? Ouais, est-ce qu'ils étaient libres de parler ? Est-ce qu'ils se sentaient libres de parler ? Bon, d'abord, il faut distinguer 2 endroits, c'est-à-dire que deux lieux. Si on fait des entretiens en Lituanie, c'est un peu les héros maintenant, en Lettonie, en Ukraine. Donc, au contraire, en fait, et en général, ils avaient, pas toujours, mais ils avaient souvent déjà témoigné. Ils n'avaient aucun problème pour ça. Ce qui nous a frappé, c'est que en Sibérie, comme l'a dit Emilia Koustova, et en fait c'était souvent la première fois qu'ils témoignaient, ils étaient heureux de le faire. Et on n'a pas du tout senti, alors sauf peut-être chez leurs enfants, effectivement, comme tu disais, mais on n'a jamais senti de crainte par rapport à ça. Et en particulier, naturellement, on leur demandait le droit, parce qu'il fallait, c'est légal, mais même c'est normal, on leur demandait le droit de pouvoir mettre leur nom et leurs photos de façon publique à travers ce livre. Et à l'époque, c'est à travers le musée qu'on construisait, maintenant c'est à travers le livre. Ils nous ont toujours dit oui, il n'y a qu'une femme
qui était encore... On a rencontré une femme, une Allemande, hein, déportée dans un village, c'était à Nikolaï, si je me souviens bien, en Sibérie, qui nous a dit non, pas du tout, et qui avait encore peur. C'est une seule fois. Je crois qu'au Kazakhstan, on a eu aussi un cas comme ça, mais naturellement en Pologne, partout ailleurs, non. Mais en Sibérie, on a été étonné de voir qu'effectivement, au contraire, et souvent ils nous disaient oui, je veux que mon nom soit là. On a eu aussi, une fois, c'est l'enfant de Edika Vichus, quand son père est mort, nous a écrit pour avoir en fait l'entretien et en disant effectivement mon père ne nous a jamais vraiment raconté tout ça, est-ce que vous pouvez me le raconter? Donc ils voulaient témoigner et ils n'avaient pas peur, mais c'était en 2007. Aujourd'hui, je sais pas aujourd'hui en 2021, je suis pas sûr que ça serait pareil. Et là il y a une responsabilité du chercheur au passage, parce que en les faisant témoigner, est-ce qu'on leur fait pas prendre un risque? Bon, alors ils étaient très âgés, donc pas trop, mais est-ce que leurs enfants ont le droit de nous demander de retirer leur témoignage, par exemple? Bon. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis pas sûr que ça serait aussi dans la Russie poutinienne répressive. Voilà. Oui, s'il vous plaît. Oui, est-ce qu'il y avait des plaintes contre l'État soviétique pour les déportations? Est-ce qu'il y avait des procès? Alors, on peut dire pendant la période soviétique, non. Ce qu'il y a beaucoup eu, et ça aussi on l'a découvert, c'est les déportés envoyaient des lettres, même pendant la période stalinienne, mais surtout à partir de 1953, en clamant leur innocence et en disant « libérez-nous ». Et il y a eu des commissions qui se sont penchées sur les lettres. C'est magnifique ces lettres, hein. C'est des lettres de plainte, de requêtes, parce qu'elle raconte la vie des personnes en disant mais pourquoi, par exemple, on nous a dit qu'on était Koulak, mais c'est pas vrai. On avait 15 hectares de terre, en fait, mais 5 hectares, c'était vraiment rien du tout. Donc, ils ont fait des réclamations au niveau des autorités pour demander leur libération. Et à partir de 53, ça marche parfois. Enfin, c'est souvent, en fait, même. Avant 53, c'est très rare, mais c'est des cas où, par exemple, une femme se retrouve par erreur, enfin, pas par erreur, elle était chez ses parents, mais elle vivait à côté. Donc on la déporte avec ses parents, alors que, comme elle vivait à côté, elle n'aurait pas dû être déportée. Donc il y a des cas comme ça où ils sont libérés. Après 91, alors dans les pays comme la Lituanie et tout ça, il y a eu des procès symboliques, mais oui, il semblerait, que c'est une des craintes du gouvernement russe actuel que de voir, d'être saisi et d'être saisi en justice par les pays comme la Lituanie. Mais je pense que c'est la crainte, c'est surtout même au-delà des cas de répression, c'est plutôt tout ce qui est la question de compenser les préjudices, mais vraiment au niveau national et collectif. Donc, visiblement, il semblerait qu'il y a cette crainte. Mais sinon, je pense que au niveau légal, ça a été en Russie, en quelque sorte. Le gouvernement et l'État considèrent qu'il a réglé la question avec les lois de réhabilitation qui n'ont quasiment pas compensé grand-chose. Il y a une loi qui prévoit, notamment pour les anciens détenus ou leurs enfants, de leur restituer le logement dont ils ont été privés au moment de l'arrestation. Et ça, l'enjeu est grand, même si les personnes concernées sont désormais très, très peu nombreuses, puisque beaucoup n'ont pas pu rentrer chez eux à cause des contraintes financières et notamment à cause du logement. Et on sait que cette loi n'est quasiment pas respectée. Il y a eu récemment quelques tentatives de la faire respecter. Je crois que c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu aussi des procès ou des tentatives d'instruire. En revanche, en Lituanie, ils ont très souvent, après 89, 91, ils ont récupéré souvent leurs biens ou des compensations financières. Mais ça, c'est l'État lituanien qui a décidé ça. Mais en fait, par exemple, pour les procès alors pas contre les autorités soviétiques, mais contre des personnes, il y en a eu en Lituanie, en Pologne, à propos de la Seconde Guerre mondiale.
Et de la déportation Si tu parles des années 90, 2000, ils ont cherché justement en Estonie, en Lituanie, ils ont organisé un procès pour quelques officiers du NKVD qui sont restés vivre dans ces pays et qui avaient participé à l'organisation des opérations de déportation. Mais c'était des exécutants, c'était pas les... Voilà, je ne sais plus quel résultat donne. Je crois que c'était très... il y en a ceux qui n'ont pas été extradés, et puis il y en a en Estonie... je pense qu'il y a eu une condamnation, mais c'était un cas très particulier d'une île. Oui, c'est vrai. Voilà. Il y a eu une condamnation, sans doute, contre les survivants du NKVD. Enfin, d'autres questions? Les officiers, oui. Oui, dans les survivants, je veux dire, qui sont encore vivants. Oui, pas les survivants. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a d'autres archives sur cette thématique-là? Vous voulez dire archives publiques ou... Est-ce qu'il y a d'autres archives? En fait, dans les différents pays, il y a effectivement souvent des recueils comme ça. Et actuellement, il y en a un certain nombre en ligne, de fait, des recueils d'entretien. Des archives papier, il y en a des millions, hein. En fait, ce qui est très intéressant, alors en Russie, elles sont souvent difficiles d'accès, même si les archives administratives ont été accessibles, le sont parfois encore. Mais si vous allez en Lituanie, en Ukraine, en Lettonie, vous avez des millions Par exemple, alors la Lettonie, toi tu connais mieux, mais en Lituanie, il y a toutes les familles ont leur dossier, toutes les familles déportées, leur dossier de déportation est conservé. Et vous avez là des vies entières, en fait, c'est-à-dire qu'il y a l'acte de déportation, il y a les raisons, il y a les lettres qu'ils ont envoyées. Il y a parfois des lettres interceptées. En Ukraine, pareil. Et donc, vous avez comme ça 32 000 dossiers, enfin 40 000 dossiers conservés en Lituanie et accessibles complètement pour le chercheur. Et en Lettonie, je crois que... En Lettonie, c'est un petit peu pareil, effectivement. C'est la même structuration des archives, mais il y a aussi des musées où, en fait, les familles des déportés ont déposé leurs archives personnelles. Et donc, c'est là où on retrouve, par exemple, moi, j'étais intéressée par des albums photos ou des carnets de dessin, des carnets de notes personnelles qui sont déposés au sein de ces musées et qui sont tout à fait consultables. Ils ne sont pas toujours mis en ligne, en revanche, en Lettonie ou en Estonie, mais... On peut peut-être signaler aussi une autre entreprise très importante, donc un musée virtuel du Goulag russe créé par l'association Mémorial, qui fait un travail absolument remarquable et essentiel. Et en fait, sur leur site, vous pouvez avoir accès, y compris à certains fonds des musées baltes, par exemple. Donc, je crois que c'est en russe, mais il y a peut-être une version, non, il y a une version anglaise, en anglais. Voilà, et là, c'est aussi d'une très grande richesse, notamment en termes d'image et de la matérialité des objets. Par exemple, on voit les photos de lettres envoyées par les déportés, et ce sont des lettres, pour certaines, qui sont... gravés sur des écorces de bouleau, comme au XIe, XIIe siècle. Voilà, c'est vraiment... voilà. C'est extrêmement riche comme collection. Ils sont fondés sur les musées existants, locaux, etc. Donc là, effectivement, on peut... Il y a vraiment beaucoup de sources qu'on peut avoir, qui sont organisées de façon assez diverse, selon les pays, et voilà. D'autres questions ? Ça suppose des administration, des contrôles aussi. Donc, comment ça se passait, cette rémunération des prisonniers? La rémunération des prisonniers. La rémunération des prisonniers, c'est des exilés, en fait. Des prisonniers, vous voulez dire. Même dans les camps, même ils dans étaient... les camps. Oui. Non, mais c'est à la libération, justement. Oui, c'est ça, c'est leur libération. Dans les camps même, ils étaient... Non, ils gagnaient. Vous Gagnaient, avez tout à fait mais raison. Il y avait des salaires. Je pense que ça a beaucoup augmenté quand même dans les années 50. Et on a des situations où, par exemple, les détenus envoient de l'argent à leurs familles déportées et vice-versa. Il y a comme ça des témoignages assez surprenants. Mais après, par contre, en termes d'organisation très concrète, moi, je ne saurais pas répondre. J'imagine qu'il y avait aussi de la corruption, comme dans toutes les sphères de l'économie et de l'État soviétique. Mais
Voilà, il y avait des normes de travail qu'ils devaient accomplir et cette norme permettait, par exemple, à la fin du mois, d'acheter 1 kilogramme de pain. Oui. Oui. C'était En ça, fait, les je salaires. pense qu'il faut distinguer la situation dans les années 30 où les normes de travail étaient telles qu'on ne pouvait pas, pour les remplir, on devait dépenser plus de calories que ce qu'on gagnait en obtenant le rationnement. C'est ce que décrivent Malamov et les autres. Et après, quand même, un changement à partir de la fin des années 40, dans les années 50, où voilà, les réalités du goulag restent toujours très violentes, mais quand même différentes par rapport à 37-38, la Colima, on la connaît par les témoignages. Bon, on me dit que notre temps s'est écoulé. Je voulais remercier les intervenants.